C'est le Book Club du vendredi, soyez les bienvenus, votre club de lecture sur France Culture, avec un nouvel échange entre deux auteurs que l'on vous propose, et je vous adresse déjà un grand merci à toutes celles et tous ceux qui ont déjà rejoint notre communauté sur Instagram. #Book Club Culture. Nous avons intitulé ce Book Club « Écrire la musique et composer le roman », car nous recevons d'un côté un journaliste et écrivain qui s'est essayé à l'écriture de paroles pour des chansons, et de l'autre un auteur, compositeur, interprète, conteur, mélodiste qui s'est enfin, ose dire, décidé à publier son premier roman. Jusqu'à 13h30, nous plongeons dans leurs univers avec Pierre Croze. Bonjour Pierre. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. De notre partenaire babelio.com qui m'accompagne tous les vendredis et accompagné aussi bien sûr de nos lecteurs-auditeurs. Le journal intime, écrit au pieu par un adolescent entre ses 12 et ses 18 ans. Une purée de poire rend la visibilité nulle. Orphée ne verrait pas Eurydice. Un grand bonheur de lecture. France Culture, le Book Club. Nicolas Herbeau. Le bonheur de Yannick et Anthony, nos lecteurs du jour qu'on entendra évidemment au cours de l'émission. Bonjour Thomas Fersen. Bonjour. Vous êtes donc conteur et mélodiste, nous dit votre éditeur. Si on n'était pas dans une émission, si on était dans une émission musicale, je n'aurais même pas besoin de vous présenter. En 2019, vous avez publié votre dernier album, C'est tout ce qu'il me reste, et vient de paraître Dieu sur terre, votre tout premier roman à l'Iconoclaste roman. Comment vous décrivez cet objet littéraire vous-même ? Vous vous êtes pas dit un matin, tiens, je vais écrire un livre ? Non, je me suis dit plusieurs matins, aujourd'hui je vais écrire un livre depuis 30 ans sans arriver à trouver la porte par laquelle entrer dans la littérature, même la petite en tout cas. Et j'ai fini par ouvrir cette porte le jour où je me suis dit, mais tu as un style d'écriture qui est identifié, que tu as travaillé pendant 30 ans, c'est le tien. Voilà, ne cherche pas un autre style, c'est peine perdue. Peut-être que je me trompe, mais en tout cas, c'est le parti pris qui a fait que je suis rentré dans ce journal, puisqu'il s'agit d'un journal. Un journal, un recueil aussi, on pourra le dire, et on rentrera évidemment dans votre style et on verra comment il s'inscrit dans ces pages pour échanger et peut-être demander à notre deuxième invité, Philippe Vasset, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous avez trouvé la porte vers la musique, vers le métier de parolier ? Vous êtes journaliste, écrivain et vous publiez A Cappella, ce nouveau livre chez Flammarion. Vous disiez trouver la forme du roman, d'abord dépassée. Est-ce que vous avez trouvé votre forme pour ce nouveau livre ? Je ne sais pas, c'est un peu au lecteur de le dire. Ce qui est excitant, c'est de se lancer dans des entreprises qu'on ne sait pas faire, en fait. C'est un peu ce que disait Thomas Fersen, c'est-à-dire de se prendre une porte pendant très longtemps et puis d'essayer quand même. Là, c'est clairement le cas. Et puis c'est de la forfanterie aussi. Un matin, je me suis dit, voilà, je vais écrire des paroles de chansons. Il s'en passe des choses les matins quand on est auteur et écrivain. En tout cas, vous dites que dans les livres que vous avez publiés jusqu'à présent, vous ne parlez ni de votre vie, ni de celle des autres. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'un peu scientifique, d'expérimental dans votre façon d'écrire. Alors, scientifique, non, c'est-à-dire que j'ai tendance à considérer, de ce point de vue-là, ce livre-là déroge pas à la règle, que le livre, ce qui est intéressant dans le livre, c'est que c'est l'espace clos d'une expérience qu'on peut faire nulle part ailleurs, en fait. Et donc, du coup, j'ai tendance à envisager mes livres comme ça, en fait, à me dire, voilà, ce livre-là, je vais faire, je sais pas, mon précédent livre, c'était une histoire d'amour avec une poutre en béton, qui racontait l'histoire de cette rampe de ce projet Mornay qui s'appelle l'aérotrain. Et voilà, en fait, à chaque fois, c'est des livres dont je me lance dans des livres dont j'ai du mal à imaginer la forme au début, que je suis pas sûr d'arriver à faire du tout, donc qui sont traversés par l'échec, des demi-échecs, à chaque fois c'est des livres que je pense arrêter 25 fois, et puis miraculeusement à un moment ils se terminent. Alors ils se terminent pas tous, hein, il y a beaucoup vous voyez pas tous les projets abandonnés. Celui-là il est terminé et il est publié et il a même été lu par Anthony de Châteauroux, notre lecteur, et voici ce qu'il en pense.
A cappella est le premier livre post-confinement de Philippe Vassé. Alors, je ne crois pas qu'il y ait une littérature du confinement, mais je me suis demandé qu'a pu devenir un auteur aussi peu sédentaire durant cette période. Alors, l'auteur du livre blanc, c'est un fervent pratiquant de ce qu'on appelle la dérive urbaine, définie par Guy Debord, et dont Vassé a modifié la liturgie avec la conjuration. Et le plus beau dans A cappella, c'est quand il fait des endroits les plus fréquentés de Paris de nouveaux espaces de flânerie hyper solitaires. Oui, à ce moment du confinement, arpenter les grands boulevards, la Concorde vide, la gare de l'Est, Atlantide lavée de toute présence, était devenu aussi urbex qu'explorer une base de l'OTAN abandonnée. À croire que Paris n'existait pas, l'auteur, pour éprouver ce réel extraordinaire, avance à l'oreille, à la voix. Il note: sur les boulevards sans plus personne, les panneaux continuaient à dérouler leur publicité. On entendait dans le silence tourner les petits moteurs qui réglaient les séquences. Notation géniale. Le chapitre est à l'avenant, un travelling en voix off, une comédie musicale. La dernière scène, boulevard des Capucines, elle, est aveugle. Une purée de poire rend la visibilité nulle. Orphée ne verrait pas Eurydice. Demeurent des échos de voix. Une question pour Philippe Vassé. Dans ses livres, souvent, l'œil fait preuve. Là, il a fallu vivre ça à l'oreille. Alors certes, il n'est pas parolier, mais est-ce qu'il est devenu musicien? Non. Pas du tout, surtout je parle sous le regard d'un véritable musicien. Donc non, pas du tout, c'est d'ailleurs précisément parce que je suis pas un musicien que j'ai envie d'écrire des paroles en fait, parce que c'est porter ce que je sais faire au point où ça s'effrite en fait. Donc vous rencontrez, pour expliquer aux auditeurs, vous rencontrez une femme qui ne dit pas son nom, une chanteuse, on sait juste qu'elle est très connue, et vous avez l'envie de lui écrire des chansons, jusqu'à ce que vous vous rendiez compte que c'est tout de même pas votre métier. Exactement. Qu'est-ce qui est difficile dans l'écriture de paroles ? Tout. Moi, ce que j'ai trouvé le plus difficile, c'est d'arriver à écrire quelque chose qui puisse être véritablement incarné par une voix que je ne connais pas et qui n'est pas la mienne. Oui, le mot est exactement celui qu'il faut dire, c'est le mot de l'incarnation. C'est que quand on est dans l'oralité, on incarne la langue. Et c'est ce qui est difficile à obtenir. Et c'est ce qui est aussi difficile quand on est chanteur et qu'on veut rentrer dans l'écrit. On fait le chemin inverse et qui n'est pas commode. Parce d'un seul coup, on se confronte au problème de passer de l'oralité à l'écrit, ce qui est un problème insoluble. Vous dites toujours, Thomas Fersen, en tout cas votre personnage dans votre roman, il écrit toujours les textes des chansons avant la musique. On ne rentre pas dans la langue française au chausse-pied, on ne rentre pas, la langue française au chausse-pied dans une musique préexistante. Oui. La langue française est une langue musicale, contrairement à ce que prétendent certains. Elle est faite de longs mots qui chantent et on peut pas. Alors il y a certains grands artistes qui ont réussi à découper les mots pour les faire rentrer sans heurts dans des rythmes différents. Je pense par exemple à Gainsbourg, il l'a fait. Mais en général, cette langue est tellement musicale qu'on n'arrive pas à la faire à rentrer dans une musique binaire préexistante sans l'abîmer. Et voilà, donc j'ai dit ça, effectivement. Je voulais dire autre chose, mais j'ai oublié. C'est pas grave, on a encore le temps de s'en souvenir et de dire plein de choses. Ce qui est étonnant, c'est que je me suis rendu compte en écrivant ce livre, en fréquentant des musiciens, etc., que ça dépend des styles. Par exemple, les rappeurs écrivent beaucoup après coup sur une musique existante. Ça, on aborde, si je peux me permettre, mais je vous en prie. L'inversion. L'inversion se pratique beaucoup par exemple, dans ce cas-là, effectivement, c'est un exemple d'inversion. Il y en a d'autres, comme celui d'être regardé, entendu. Autrefois, le spectacle était entendu, et une conséquence d'être entendu était d'être regardé. Mmh. Et puis à un moment, il y a eu une inversion maligne, on est regardé, donc on est entendu. Et ça, c'est l'approche qu'on peut avoir de la chanson. La mienne a été d'abord d'être entendue avant d'être regardée, ce qui fait que j'ai jamais
J'ai jamais vraiment eu une image très nette. Les gens connaissent mon nom, mais alors, par contre, peu mon visage. Ma voix, connaissent ma voix, mais peu mon visage. Je ne suis pas quelqu'un qui a un lien très fort avec la représentation, à part dans le spectacle vivant, mais enfin, ça concerne toujours un petit nombre de gens, forcément, par rapport à la télévision ou au réseau. Mais malgré tout, quand vous chantez, en fait, c'est ce que vous disiez, ce que j'ai découvert, écrire, en fait, c'est communiquer en soustrayant le corps. Et donc, du coup, Oui. quand on écrire des paroles de chansons, il faut que le corps réintervienne à un moment, et c'est là, en fait, où moi, j'étais complètement démuni, en fait. Ouais. Parce qu'en plus, il y a deux corps. Vous avez dit quelque chose de très juste aussi sur l'incarnation, c'est que le moment de l'écriture des paroles est un moment où on sent l'incarnation qu'on va pouvoir vivre après au moment de l'interprétation. Ça, et la clé, elle est là. C'est-à-dire que quand vous écrivez, et alors moi je ne peux pas répondre pour vous parce que je suis auteur, compositeur, interprète. Donc au moment où j'écris, je sens que je vais pouvoir incarner ce que je suis en train d'écrire, ce qui est évidemment à mon avis la clé pour ce qui me concerne. Vous avez jamais écrit pour d'autres gens ? Ben non, ils ont pris mes chansons. Et j'ai jamais su écrire pour d'autres gens. C'est un mystère pour moi. Je ne sais pas faire. Donc il y a des gens qui ont pris mes chansons, qui ont chanté mes chansons, mais moi j'ai jamais su me mettre dans l'incarnation de l'autre. Oui. Et Philippe Vassé, vous dites que vous avez quand même réussi à trouver pourquoi est-ce que c'est un fiasco, et vous dites c'est quelque chose qui est très intéressant et que tous les lecteurs et lectrices, je pense, qui nous écoutent, ressentent quand ils lisent un livre. Écrire des livres, c'est choisir le mutisme, nouer ses cordes vocales. Alors évidemment, la chanson, ça ne vient pas tout seul. Réfléchissez, là, maintenant, lisant ces mots, vous m'entendez. Pourtant, c'est votre voix qui prononce intérieurement mes phrases. Ben oui, c'est c'est ce que j'essayais de dire, c'est écrire, c'est se soustraire à l'échange, en fait. Et c'est pas se soustraire à l'échange, c'est soustraire son corps à l'échange. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune trace de vous physiquement, ne serait-ce votre voix, votre présence, etc. Et en fait, en écrivant ce livre, je me suis rendu compte, il fallait pas être grand clair, que moi, c'est ça qui me plaisait, en fait, dans l'écriture. C'était justement de soustraire mon corps à l'échange. Et là, j'étais obligé de le réintroduire, non seulement le mien, mais celui de l'interprète. Ça faisait beaucoup de corps. Et il y avait un peu bousculade dans mes phrases. Il y a embouteillage de corps. Pierre Croze de babelio.com. Oui, l'oralité, elle est évidemment présente dans les critiques sur votre livre. Sur Babelio, par exemple, je peux vous en citer une. Au fil des pages, s'égrène une réflexion à la fois sur l'écriture et ses différents avatars. La chanson, le rap, mais aussi sur la voix, l'oralité. On aime quand le narrateur ponctue son texte de morceaux qu'il écoute, qu'il aime ou qui le frappe. Au fil de ses pérégrinations, on aimera d'autant plus si on partage ses goûts musicaux, de Dao à Christophe, en passant par Bertrand Burgala. Il y a un côté décousu dans le texte qui n'est pas sans charme, tenant de la rhapsodie ou de l'impromptu, de l'association d'idées pas forcément préméditées. On peut se demander si vous l'avez écrit à voix haute aussi, ce livre ? Précisément pas, non. Parce que... l'essentiel du récit, non, mais par contre, intercalé dans le récit des tentatives de paroles de chansons, et celles-là, oui, je les ai écrites à voix haute. Alors votre livre, Thomas Fersen, on a presque envie de le lire à voix haute, évidemment, composé par ces octosyllabes qui donnent envie de fredonner. On ne se refait pas après 30 ans de composition, donc on est obligé d'écrire avec ce même style qu'on a trouvé au fur et à mesure des années. Encore une fois, c'était ce qui était compliqué, parce que mes octosyllabes n'en sont pas. Ils sont octosyllabes dans l'oralité, mais pas quand on les couche sur un papier. Et ça, je me le suis pris en pleine poire, moi. En tout cas, quelques copains écrivains sont chargés de le faire. Alors, j'ai même écrit les justifications, toujours en octosyllabes, enfin ces vers dévergondés, comme je les appelle. Et j'ai essayé de justifier cette démarche de ce garçon, parce que le livre, j'ai commencé par, au bout d'un an, j'ai voulu, suite à ces critiques, à remettre les muets. Je l'ai donc entièrement réécrit, et là, il m'apparaissait comme un chien qui sortait du toilettage. Et ça fonctionnait pas. Le personnage, épris de liberté, pouvait pas respecter la règle des muets. C'était pas possible.
Donc j'ai continué et j'ai eu l'idée à ce moment-là de coucher mes vers, de les aligner les uns après les autres pour que les noyer dans la page. Et là, je me suis dit, on ne pourra plus me reprocher cette histoire de muet, c'est fini. Or, toujours mes mêmes copains, au bout d'1 an et demi... Ils vous ménagent pas. Ils me ménagent pas, je leur ai donné, mais Thomas, tu ne trompes personne, on voit bien que ce sont des vers. J'étais reparti pour quelques nuits blanches. Et finalement, j'ai pris le parti justement de fabriquer un objet qui est évidemment bourré de défauts, mais qui a une singularité qui, je pense, est nécessaire quand on s'engage dans l'écriture de quelque chose. En tout cas, c'est toujours moi ce que j'ai aimé en tant que lecteur dans la littérature, c'est des expérimentations, comme Philippe en parlait tout à l'heure, il faut essayer toujours. Pour donner des repères, étant mon biographe, commençons par mon père. Mon père me donne des baffes. Vous dites, Thomas Fersen, avoir prêté une partie de votre mémoire à votre héros et d'avoir beaucoup trahi la vérité, d'avoir inventé. On n'est évidemment pas sur une autobiographie. Non, parce que en fait, je défendrais vraiment cette idée qu'on ne peut pas construire de l'imaginaire sur de l'imaginaire. Il faut une base de réel pour avoir un point de repère, un socle, sur lequel après l'imagination s'en va. Et la vérité, finalement, de l'auteur, elle est dans son imaginaire, c'est là qu'il s'investit en toute honnêteté, c'est pas dans les faits qu'il a transformés ou que la mémoire s'est chargée de transformer pour lui. Journal intime, joyeux, drôle et qui a beaucoup plu à Yannick, libraire dans le 20e à Paris, et au Merle Moqueur. Thomas Fersen, Dieu sur terre, ou le journal intime écrit au pieu par un adolescent entre ses 12 et ses 18 ans. Un journal écrit à la manière d'une chanson, ou plutôt d'une succession de chansons, non pas en vers libres, mais en octosyllabes, je crois que Thomas Fersen y tient, et avec des rimes plus que fantaisistes. Un exemple, page 206, son père n'était pas très marrant, sa mère était grande et rigide, pour l'avoir vue dans les journaux, elle ressemblait à André Gide. À la lecture, il y a quelque chose de Zazie dans le métro, de la promesse de l'aube, il y a aussi sans doute des références cinématographiques, à nous les petites anglaises par exemple, et le plaisir de retrouver le Paris populaire des années 70 et 80, les quartiers de Belleville, de Pigalle, moins le Pigalle des sex shops que celui des magasins de guitare. La musique n'est jamais très loin. Dieu sur terre, c'est le grand frère insupportable, mais le grand frère imaginaire qui accompagne le narrateur. Au final, un grand bonheur de lecture. Thomas Fersen. Qu'est-ce que je dois ajouter? Est-ce que ça bon, je suis... Oui. Paris réussi quand vous entendez Yannick? Après tout ce travail, ce dur s'il travail. a trouvé du plaisir, c'était l'objectif, c'est que le lecteur trouve du plaisir, s'amuse et éventuellement... en fait, le lecteur est invité à rêver à son tour. Hein. Ouais, c'est ça. Dieu sur terre, un mot sur ce titre, référence au frère de votre personnage, qui sait tout sur tout, qui a tout le temps raison. Ça signifie quoi, ce titre, pour vous? C'est un Dieu menaçant qu'on se crée quand on est enfant, parce que je pense que les enfants sont très religieux sans forcément... ils s'inventent une religion à eux. Celle du personnage est faite de petits objets qui sont censés lui porter chance, ou qui lui tiennent compagnie. Voilà, cette religion est créée par l'inquiétude. Et ce personnage de Dieu sur terre, qui accompagne le héros, finalement, finit par disparaître peu à peu au fur et à mesure que le héros grandit et passe à travers la grande catastrophe de l'adolescence. Pierre Croze, on parle de quelque chose d'enfantin, de fantaisiste dans ce roman, et c'est un univers qui n'est pas inconnu à notre invité Thomas Fersen. Oui, on n'a pas encore de critique de votre ouvrage qui vient de sortir, qui vient de paraître, mais on en a beaucoup sur vos diverses publications antérieures, destinées plutôt à un jeune public. Je pense à Ma valise, elle s'appelle Germaine, par exemple, avec Marianne Ratier aux illustrations. Je vous cite une critique. Gros coup de cœur pour Ma valise, elle s'appelle Germaine. Ce titre fait, à mon sens, figure de merveilleux ovni. Vous parlez de singularité tout à l'heure dans votre œuvre, de merveilleux ovni dans la littérature jeunesse. Cet album est aussi doux que sa couverture ne le suggère. C'est d'une infinie poésie, une fable un peu onirique, portée par des illustrations sublimes et un texte qui l'est tout autant. Est-ce que la jeunesse et la littérature jeunesse, c'est quelque chose qui vous inspire toujours ? J'ai toujours aimé la littérature jeunesse et je ne sais pas si ça en fait partie, mais les romans d'apprentissage. Dans les œuvres des écrivains, j'ai toujours un faible pour le roman d'apprentissage, celui où l'écrivain raconte son enfance, son adolescence et son arrivée finalement dans la création. Dans A Cappella, Philippe Vasset, vous émettez une sorte d'inquiétude. Vous dites qu'à notre époque, la chanson est hégémonique, au point de vous demander si elle ne finirait pas par absorber la littérature.
Ça vient d'où cette critique? Alors, il y a des signes, parce qu'il y a quand même beaucoup d'auteurs qui se mettent à monter sur scène, mais cette inquiétude, elle vous vient d'où? Je crois que c'est un réflexe corporatiste pour, pour préserver l'écrivain français. Non. En fait, c'est moins la chanson que la voix. Elle-même, en fait, c'est-à-dire que les écrivains parlent de plus en plus leurs textes et on a tendance à écouter les livres beaucoup plus qu'à les lire. Et donc, du coup, il y a une espèce de vocalisation générale de la littérature et c'est aussi pour ça que je voulais me frotter à la voix parce que malgré tout, moi, ce qui m'intéresse dans la littérature, c'est précisément que la voix manque, en fait, et qu'il y ait au cœur de cet exercice-là une absence totale, un espèce de timbre mat, et qui est un son qui m'intéresse. Alors, moi, je voudrais juste dire un petit truc, c'est que j'ai toujours, en tant que lecteur, entendu une voix intérieure, Oui. à laquelle bien souvent j'attribue un timbre de ma fabrication et un visage ou quelques traits physiques. J'en ai parlé avec des amis qui sont écrivains qui, eux, me disent « Ah non, nous, on n'a jamais entendu de voix. Non, nous, on voit des signes qui donnent un sens, mais on n'entend personne. » Et est-ce que ce visage et cette voix, elle change en fonction des livres? Oui, absolument. Donc, j'ai fini par me dire que pourquoi j'entendais une voix, c'est parce que je suis entré dans la littérature par l'oralité. C'est l'oralité, qui m'a donné le goût du langage, et ce goût du langage qui m'a amené à lire. Voilà. Et donc, je vois quelqu'un, moi. Donc, je vous ai vu, Philippe, en lisant. Ah bon. Et Est-ce que je me ressemble? voix. Mais oui, vous ressemblez. Bon. Et je crois que vous avez tort de penser que vous n'avez pas de voix quand vous écrivez. Vous avez une voix. Et vous n'avez peut-être pas conscience autant que l'autre qui vous lit. Mais moi, je vous dis que j'entends une voix quand vous lisez. Alors, On me parle dans l'oreille. Alors, c'est un phénomène compliqué parce que je pense qu'en effet, il y a ça, mais j'ai toujours peur de glisser vers la métaphore. C'est-à-dire avoir une voix, avoir un style, avoir une singularité. Or là, moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment la matérialité, la corporéité, en fait. Et ça, je pense que ça manque et je pense que je suis pas loin de penser que dans beaucoup de cas, ce sont des univers qui se rencontrent pas. Je fais un moment, j'élabore sur le fait que les écrivains lisent pas très bien, en règle générale, en particulier leurs textes. Et moi, je trouve ça normal et plutôt souhaitable, en fait. Moi, je suis toujours mal à l'aise devant quelqu'un qui lit trop bien ses textes, parce que je sais pas de quel côté il est, en fait. On crée toujours à partir d'un manque. Et quelqu'un qui est à la fois à l'aise dans le silence de l'écriture, dans justement cette espèce de timbre qui fuit sans cesse, et quelqu'un qui est parfaitement capable de rendre ses textes, il y a quelque chose qui va pas, en fait, je trouve. Il y a une autrice qui excelle, et vous en parlez dans votre livre, vous la pointez presque du doigt, c'est Marguerite Duras, qui, vous dites, a imposé sa voix et l'a indissociablement mêlée à ses livres. Elle a même laissé une chanson, Indian Song, sans jamais l'avoir chantée elle-même, et elle a fait bien mieux, puisqu'elle a, et là je vous cite, saturé d'elle-même une chanson dont elle n'était ni l'autrice, ni l'interprète. Nous n'irons plus jamais où tu m'as dit je t'aime. Nous n'irons plus jamais. Tu viens de décider. Nous n'irons plus jamais. Ce soir, c'est plus la peine. Nous n'irons plus jamais. Comme les autres années. Allons-y, alors, puisque vous êtes en train d'expliquer à Thomas Fersen ce que vous appelez le rapt de Villars par Duras, évidemment Capri, le tube des années 50 d'Hervé Villars. Qu'est-ce que c'est ce rapt, selon vous ? En fait, Marguerite Duras a adoré cette chanson. Elle l'écoutait tout le temps, elle avait un 45 tours, et au bout d'un moment, cette chanson a commencé à jouer un rôle dans plusieurs de ses livres, surtout à la fin de sa vie. Elle en parle plusieurs fois. Il y a une dispute célèbre, je pense que c'est dans Jan Andreas Steiner, où elle se dispute avec Jan Andrea, il se jette ce 45 tours par la fenêtre, etc. Et en fait, quand on prend Capri c'est fini, qu'on ôte la musique, qu'on ôte Hervé Villars, qu'on prend que les paroles, et qu'on le lit de manière un peu lente, nous n'irons plus jamais.
où tu m'as dit « Je t'aime, nous n'irons plus jamais comme les autres années, nous n'irons plus jamais, cette fois c'est plus la peine, nous n'irons plus jamais, plus jamais, plus jamais », c'est du Duras en fait. Capri, c'est fini, et dire que c'était la ville de mon premier amour. Capri, c'est fini, je ne crois pas que j'y retournerai un jour. Capri, c'est fini, et dire que c'était la ville de mon premier amour. Capri, c'est fini, je ne crois pas que j'y retournerai un jour. Je sais pas ce que vous en pensez, Thomas Fersen, mais il a quand même une voix, Philippe Basset, quand il déclame ses paroles. Mais il les a très très bien dites. On vous- Et c'est passionnant. En fait, c'est là où justement mon sentiment est que on entend quand même une musicalité quand on écrit. Enfin, je veux dire, je peux pas m'enlever ça de l'esprit, que on cherche à reproduire une musique interne. Il y a, enfin, je suis pas évidemment pas le premier. J'enfonce une porte ouverte en disant que la littérature est une musique. Mais ce qui est drôle, c'est les larmes. C'est-à-dire, vous, au début de votre livre, vous dites, je vais mal citer, que quand c'est écrit en vers que ça fait venir les larmes aux yeux. Et moi, dans mon livre, il y a tout un passage sur les larmes, et elles viennent par les chansons, en fait. Oui. Et donc, je me suis dit, en fait, il y avait comme une espèce de rosace inversée. J'ai envie de me filer des tartes au lieu d'avoir les larmes aux yeux. C'est ça que je me dis quand j'écris dans un style différent. Oui. Le personnage se justifie effectivement, moi à travers lui, de mes choix. Philippe Basset, on vous imagine évidemment avec votre voix chantant dans ces rues de Paris vides durant le confinement. Vous chantiez dans ce que vous écrivez comme un Pompéi sanitaire qui était devenu Paris, dites-vous. Et a cappella s'ouvre avec des vers de Dante sur une douce musique en sa compagnie commencent ses paroles. Dante, c'est ce grand poète du Moyen-Âge, une période qui évoque chez Thomas Fersen plutôt les caïds de Ménilmontant. Vous écrivez dans Dieu sur Terre que la rue de Ménilmontant, à votre adolescence dans les années 70, c'était resté comme au Moyen-Âge. Oui, c'est la féodalité entre les garçons, puisque j'ai grandi dans un monde de garçons, que ce soit à l'école ou dans la rue, la cour. Et j'ai tout à fait compris les codes de cette féodalité sans pouvoir poser le nom dessus. Je l'ai compris plus tard à la lecture de Jean Genet. Quand j'ai lu Le miracle de la rose, voilà, c'est non pas que j'avais des rapports qui tendaient à l'homosexualité avec les garçons, mais ce fonctionnement entre garçons de la féodalité, oui, ça, je l'ai vraiment bien connu. Alors, il y a beaucoup de livres sur la musique. Pierre Croz, vous avez cherché sur babelio.com ceux qui ont le plus de résonance, si on peut dire. Oui, tout à fait. Ouais. J'ai regardé quel était le roman le plus populaire autour du thème de la musique. Et bien, alors, ce n'est pas vraiment une surprise. Il s'agit de Vernon Subutex de Virginie Despentes, un roman publié en 2015, devenu un classique. On y suit Vernon Subutex, un ancien disquaire à la rue. L'écriture très musicale de l'autrice n'est peut-être pas pour rien dans le succès du livre. Je vous cite une critique. C'est une danse endiablée, rythmée. Les personnages se croisent, se touchent, se repoussent, se se délivrent, se retiennent. C'est fort, violent parfois, mais d'une beauté saisissante. Ça vous prend aux tripes, ça vous parle de la vie et ça vous marque pour toujours. Et alors j'aimerais revenir peut-être sur une tendance actuelle, la façon dont les musiques contemporaines, comme le rock ou le rap, sont devenues des sujets de prédilection, notamment des auteurs de bandes dessinées. J'ai regardé aussi quelle était la BD la plus populaire autour de la thématique de la musique sur Babelio, et c'est California Dreaming de Pénélope Bagieux qui a la première place sur le site. Il s'agit d'une biographie dessinée de Hélène Naomi Cohen, alias Cass Elliot, chanteuse du groupe The Mamas and the Papas, décédée à l'âge de 32 ans. Et autour du rap et du hip-hop, on peut citer peut-être la série de comics Hip-Hop Family Tree de Ed Piscor, qui retrace l'épopée du hip-hop des années 70 à nos jours. Une bande dessinée qui accumule les détails et anecdotes croustillantes dans un style assez tonitruant, inhérent au mouvement. Résultat, la dimension humaine du mouvement hip-hop est parfaitement retranscrite, et entre flow, battle, arme à feu, punchline et problème de femmes, cette BD réserve un excellent moment de lecture. Peut-être que le rap, Philippe Basset, ça a été aussi une influence pour vous ?
C'était un défi surtout parce que l'écrit, les paroles, ils prennent une place particulière et puis je crois que je dis dans le livre, il suffit de me regarder pour voir que c'est pas exactement mon univers, donc du coup j'avais évidemment envie d'y aller et de voir ce qui s'y passait. Vous êtes pas tendre, Philippe Basset, avec le chanteur, le personnage du chanteur. Vous dites que c'est un personnage que l'on consomme pour lui-même, pour la mythologie qu'il perpétue et non pour ce qu'il interprète. On n'a plus besoin de monter sur scène pour rencontrer le succès. C'est pas facile, ça, c'est pas difficile. Alors, c'est pas exactement ce que je dis. Ce que je dis, c'est que c'est aujourd'hui, il y a, on a l'impression en effet que c'est un petit peu solidifier un personnage de chanteur qui fait un peu comme une silhouette dans les foires où vous avez juste besoin de rajouter votre tête en fait, et qu'il y a une mythologisation excessive, mais c'était le cas des écrivains dans les années 50 par exemple. Il y avait dans les années 50 un personnage d'écrivain, tout le monde savait ce que c'était. Vous, Thomas Fersen, monter sur scène, c'est essentiel, c'est là que s'exprime votre poésie et votre style. Phalange, ça lui donnait pas l'air d'un ange, avec son œil sous un bandeau et sa gueule en lame de couteau. Sous son vêtement doux Jésus, tout son corps était recousu, et quand il remontait ses manches, les femmes devenaient toutes blanches. Il menait une vie de cigale, il jouait de la scie musicale. Il trouvait qu'en fermant les yeux, son instrument sonnait mieux, le balafré. Thomas Fersen, le balafré. Donc, on s'interrogeait tout à l'heure si vos écrits étaient écrits, des sortes de chansons mises bout à bout. En tout cas, vous allez monter sur scène avec ce roman en vers. Ce sera à l'Athénée Théâtre Louis Jouvet du 23 février prochain au 4 mars et puis en tournée jusqu'en mai 2024 à Bourg-en-Bresse, Sérignan, Brioude, à Cancale, à Caluire. On met toute la liste de votre tournée sur le site de franceculture.fr. Comment vous vivez cette sorte de boucle qui se reboucle? C'est-à-dire que il y a des textes qui sont venus sur scène, qui vous sont venus sur scène et ils vont y retourner. Au départ, non, autrefois, pourquoi je suis venu aussi écrire ce roman, c'est que depuis plusieurs années, j'écris des monologues en vers qui ne sont pas chantés, que je mets entre mes chansons, au point que c'est devenu deux spectacles que je faisais tout seul au piano, à peu près à moitié parlé, à moitié chanté. Quand, à l'origine de ce livre, j'ai voulu collecter mes textes, parce qu'on me demandait parfois s'ils allaient être édités, et puis je me suis rendu compte qu'ils étaient trop hétéroclites, et j'ai essayé de créer un liant pour les intégrer dans le journal du personnage, lui qui est comme au texte et aux chansons. Et puis j'ai finalement abandonné les anciens textes pour me concentrer sur ce journal. Donc il y a très peu de mes anciens textes, mes anciens monologues qui sont dedans. Alors effectivement, je retourne sur scène avec tout ce qui concerne le frère. Et c'est pas une autobiographie musicale, c'est pas non plus un tour de chant, c'est une sorte d'invitation à le suivre dans sa quête de liberté et sur le chemin de laquelle on va trouver comme sous une pierre une parole ou une chanson de mon répertoire parce qu'elles sont issues du même monde imaginaire que le roman. Et les musiques de mes chansons vont accompagner certains textes, donc mes textes, je les incarnerai sur ces musiques-là, qui ont en grande partie été arrangées par Joseph Racaille au cours de ma carrière. C'est aussi une façon de refaire un petit récapitulatif de tous ces gens et de toutes ces choses qui ont été faites autour de mes chansons. Pour boucler la boucle de cette émission aussi, j'ai une dernière question concernant la voix, puisqu'on a beaucoup parlé de la voix, qu'on lit aussi dans votre roman a cappella, Philippe Basset, que vous enregistrez dans le bus, les gens qui parlent à voix haute. Thomas Fersen, est-ce que vous écoutez vos propres musiques? Est-ce que vous supportez le son de votre voix? J'ai même appris, si vous voulez, au début, c'est un mécanisme étrange de mettre sa voix en conserve, évidemment. C'est insupportable de s'entendre dans un haut-parleur. Mais on apprend à le faire avec le temps et surtout, à partir du moment où on est derrière un micro, à placer sa voix autrement. C'est automatique au bout d'un moment. Vous n'allez pas vous réécouter, Philippe Basset? Jamais. Jamais?
Jamais. Bon, vous allez voir que dans la fin de l'émission, vous allez être un tout petit peu obligé. Vous pourrez vous boucher les oreilles. En tout cas, merci beaucoup d'être venu échanger sur vos deux livres. Philippe Vassé, je rappelle le titre donc de Acapella, ça sort chez Flammarion. Et merci également à vous, Thomas Fersen. Dieu sur Terre vient de paraître, votre premier roman aux éditions L'Iconoclaste Roman. Et on retrouve donc toutes les dates de votre dire un petit spectacle. quelque chose. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à lire le livre de Philippe. Je trouvais que vous aviez mis le doigt exactement à l'endroit qui nous réunit. C'est le passage de l'oralité, enfin la question de l'oralité. Et ben voilà. Merci à tous les deux. Et merci à Pierre Cross qui nous accompagne toutes les semaines. Et l'épilogue du Book Club, c'est dans un instant d'abord. Et Mathias Sénard, c'est Zinkipit. La Coupe du Monde au Qatar et les récents développements géostratégiques ont mis la péninsule arabique sur le devant de la scène, certes footballistique et même balistique, mais assez peu littéraristique, c'est le moins qu'on puisse dire. Or, la péninsule arabique en général et l'Arabie saoudite en particulier sont aussi une terre de littérature. L'immense auteur Abdurrahman Mounif en est la preuve s'il en fallait une. Né en 1933 d'un père saoudien et d'une mère irakienne, Mounif est l'un des auteurs arabes les plus importants du XXe siècle. Il est décédé en 2004, laissant derrière lui une œuvre immense, comme on a coutume de dire, malheureusement en grande partie inédite en français. Son chef-d'œuvre est peut-être le quintet romanesque des Villes de sel, roman en 5 volumes de près de 2500 pages en arabe, consacré à la transformation d'un oasis du désert saoudien après la découverte du pétrole, Wadi l'Arioun. Le premier volume, intitulé L'errance, s'ouvre ainsi. Wadi l'Arioun. Soudain, au cœur d'un désert hostile, impitoyable, surgit cette tache verte, comme jaillie du ventre de la terre ou tombée du ciel, en contraste parfait avec ce qui l'entoure, ou, pour être exact, sans aucun lien avec l'environnement. Incrédule et émerveillé, on se demande alors comment l'eau et la végétation ont pu naître en un tel endroit. Puis un mystérieux sentiment de respect succède à l'effet de surprise. Ainsi s'expriment parfois le génie et l'opiniâtreté de la nature, et ces rares manifestations demeurent rétives à toute explication. Traduit de l'arabe par France Meyer, L'errance, premier volume des Cités de sel, a été publié par les éditions Simbad. L'oasis de Wadi l'Arioun va être dévasté par le pétrole et ses conséquences. Le mouvement à l'œuvre dans les villes de sel, c'est celui de la destruction de l'oasis, cette tache verte jaillie du ventre de la terre. Les palmiers qui se pressent dans le lit de l'Oued, écrit Mounif, les sources qui jaillissent ici et là de l'hiver au début du printemps sont familiers aux habitants de l'oasis, qui savent qu'une puissance bienfaitrice les protège et les fait vivre. Non seulement la découverte du pétrole et son exploitation vont physiquement modifier les paysages, mais les modes de vie vont se voir complètement transformés par l'arrivée des Américains et le développement d'un port, Haran, à quelques heures de chameau de Wadi l'Arioun. Le récit de Mounif devient celui de toute la péninsule face au pétrole. De quelle façon, dans les années 30, le début de l'exploitation de l'or noir va amener petit à petit la corruption, l'urbanisation rapide et avoir pour conséquence non seulement la perte des liens sociaux traditionnels, mais aussi du rapport à la nature. Le pétrole est une vague qui emporte tout sur son passage. Les villes de sel sont des cités fragiles que la mer peut faire fondre. Villes inhumaines, malheureusement trop réelles, qui ne savent plus aujourd'hui à quel passé ni à quel avenir appartenir. La voix de Mathias Sénard à retrouver sur franceculture.fr et sur l'appli Radio France. Un grand merci à toute l'équipe du Book Club. Oriane Delacroix, Zora Vignet, Jeanne Grappard, Didier Pinault et Alexandre Alaïbegovic. Thomas Beau est à la réalisation ce midi et à la prise de son, Jean Guillain-Meige. Ce qui est excitant, c'est de se lancer dans des entreprises qu'on ne sait pas faire, en fait. Une histoire d'amour avec une poutre en béton. Sans arriver à trouver la porte. Et ça, je me le suis pris en pleine poire, moi. C'est un phénomène compliqué parce que je pense qu'en effet, il y a ça, mais j'ai toujours peur de glisser vers la métaphore. Non.